Chapitre 17. Comment Gargantua paya sa bienvenue aux Parisiens et comment il prit les grosses cloches de l'église Notre-Dame. Quelques jours après, quand ils se furent rafraîchis, il visita la ville et il fut regardé par tout le monde avec une grande admiration. Car le peuple de Paris est si sot, si badaud et si inepte de nature qu'un bateleur, un porteur de reliques, un mulet avec ses cymbales, un joueur de vielle au milieu d'un carrefour rassembleront plus de gens que ne le ferait un bon prêcheur évangélique. Et ils le poursuivirent si désagréablement qu'il fut contraint de se reposer sur les tours de l'église Notre-Dame. Et dans cette position, voyant tant de gens autour de lui, il dit clairement : « Je vois bien que ces marauds veulent que je leur paye à boire pour ma bienvenue et mon propitiat. C'est juste. Je vais leur donner du vin, mais ce ne sera que par riz. » Alors, en souriant, il détacha sa belle braguette et tirant son braquemar en l'air, il les compissa si violemment qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les petits-enfants. Quelques-uns d'entre eux s'échappèrent de ce déluge grâce à la légèreté de leurs pieds. Et quand ils furent au plus haut du quartier de l'université, suant, toussant, crachant et hors d'haleine, ils commencèrent à rogner et à jurer, les uns en colère, les autres par riz. « Carimari, Carimara, par Sainte Mamie, nous sommes baignés par riz !» Et la ville fut depuis nommée Paris, alors qu'on l'appelait auparavant Lutèce, comme le dit Strabo, livre 4, c'est-à-dire en grec Blanchette, à cause des cuisses blanches des dames du lieu. Et pour cette nouvelle dénomination, chaque assistant jura tous les saints de sa paroisse. Les Parisiens, qui sont faits de gens de toutes sortes, sont par nature bons jureurs et bons juristes, et quelque peu outrecuidants comme l'estime Joanninus de Barranco dans De Copiositate Reverentiarum, disant qu'ils sont appelés Parisiens en grec, ce qui veut dire fiers à parler. Après cela, il examina les grosses cloches qui étaient dans ces tours et il les fit sonner bien harmonieusement. En le faisant, il lui vint à la pensée qu'elle pourrait bien servir de clochette au cou de sa jument, qu'il voulait renvoyer à son père toute chargée de fromage de brie et de harengs frais. Pour cela, il les emporta dans son logis. Cependant, un commandeur jambonnier de Saint-Antoine vint pour faire sa quête du cochon, lequel, pour pouvoir se faire entendre de loin et faire trembler le lard dans le saloir, voulut les emporter furtivement. Mais, avec honnêteté, il les laissa, non parce qu'elles étaient trop chaudes, mais parce qu'elles étaient un peu trop lourdes à porter. Ce commandeur n'était pas celui de Bourg, car il est trop de mes amis. Tous les habitants de la ville se révoltèrent, comme vous savez que cela leur est facile, au point que les nations étrangères s'étonnent de la patience des rois de France, qui ne les réfrènent pas autrement que par bonne justice, malgré les inconvénients qui en résultent de jour en jour. Plût à Dieu que je connaisse l'officier où sont forgés ces schismes et ces cabales, pour les mettre en évidence dans les confréries de ma paroisse. Sachez que le lieu où se rassembla le peuple tout affolé et ahuri fut l'hôtel de Nesle, où il y avait alors l'oracle de Lutèce. Il n'y est plus maintenant. Là fut exposé le cas et démontré l'inconvénient qu'il y avait à ce que les cloches aient été enlevées. Après avoir bien ergoté pro et contra, il fut conclu en forme de baryton que l'on enverrait le plus vieux et le plus capable de la faculté auprès de Gargantua pour lui démontrer l'horrible inconvénient de la perte de ses cloches. Et malgré la remontrance de certains de l'université, qui alléguaient que cette charge aurait mieux convenu à un orateur qu'à un sophiste, ce fut pour cette affaire notre maître Jonatus de Bragmardo qui fut élu. Chapitre 18. Comment Jonatus de Bragmardo fut envoyé auprès de Gargantua pour recouvrer les grosses cloches. Maître Janotus, tondu à la César, vêtu de son liripipion à l'antique, et l'estomac bien garni de cotignac de four et d'eau bénite de cave, se transporta au logis de Gargantua, poussant devant lui 3 bedeaux au rouge museau et traînant après lui 5 ou 6 maîtres ignares bien crottés partout. À l'entrée, Ponocrate les rencontra, et il en fut bien effrayé, les voyant ainsi déguisés, et il pensait que c'étaient des hommes masqués en goguette. Puis il demanda à l'un des maîtres ignares de la bande ce que signifiait cette momerie. Il lui fut répondu qu'il demandait que les cloches leur soient rendues.
Aussitôt ce propos entendu, Ponocrate courut annoncer les nouvelles à Gargantua, afin qu'il fût prêt pour la réponse et qu'il délibérât sur le champ de ce qu'il y avait à faire. Gargantua, informé du cas, appela à part Ponocrate, son précepteur, Philotomie, son maître d'hôtel, Gymnaste, son écuyer, et Eudémon. Et sommairement, il conféra avec eux sur ce qu'il y avait à faire et à répondre. Tous furent d'avis qu'on les menât à l'office et que là, on les fit boire largement, et enfin que ce tousseur ne tire pas une vaine gloire de ce qu'on avait rendu les cloches à sa requête. L'on alla, pendant qu'il chopinerait, quérir le prévôt de la ville, le recteur de la faculté, le vicaire de l'église, auquel, avant que le sophiste ait fait sa commission, l'on remettrait des cloches. Après quoi, ceux-ci présents, l'on écouterait sa belle harangue. Ce qui fut fait, et dès qu'ils furent arrivés, le sophiste fut introduit dans la salle pleine et commença à déclarer ce qui suit en toussant. Chapitre 19. La harangue de maître Janotus de Bragmardo faite à Gargantua pour recouvrer les cloches. Nadies, monsieur, nadies et vobis. Messieurs, ce ne serait que bon que vous nous rendissiez nos cloches, car ils nous font bien besoin. Nous en avions bien autrefois refusé du bon argent de ceux de Londres en Cahors, et aussi de ceux de Bordeaux en Brie, qui voulaient les acheter pour la substantifique qualité de la complexion élémentaire qui est intronifiée en la terrestrité de la nature quiditative pour extranéiser les aloes et les turbines sur nos vignes. Non pas vraiment les nôtres, mais celles près d'ici, car si nous perdons le vin, nous perdons tout, et le bon sens est la loi. Si vous nous le rendez à ma requête, j'y gagnerai 6 empans de saucisses et une bonne paire de choses qui fera grand bien à mes jambes, sinon ils ne me tiendront pas leurs promesses. Oh, pardieu, dominé, une paire de choses c'est bonne, et vir sapiens non aborrebit eam. Ha, n'a pas une paire de choses qui veut, je le sais bien pour ce qui est de moi. Voyez cela, dominé, il y a 18 jours que je suis à m'attragraboliser de cette belle harangue. Redite qua sunt Césaris Césari, et qua sunt Deideo, ibi jacet les puces. Par ma foi, dominé, si vous voulez souper avec moi in camera par le corps Dieu, charitatis, nos faciemus bonum chérubin, ego oxidi onum porcum, et ego abet bon vino, mais avec du vin on ne peut pas faire du mauvais latin. Or, vraiment, de parte Dei, date nobis clochas nostras. Tenez, je vous offre de la part de la faculté un exemplaire des sermons de Utino. Si, utinam, vous nous rendez nos cloches, vultis etiam pardonos, perdiem, vos abebitis et nihil poiabitis. Oh, monsieur dominé, clochi dona minor nobis, vraiment, bonum urbis. Tout le monde s'en sert, si votre jument s'en trouve bien, notre faculté aussi. Que comparata est jumentis incipientibus, et similis facta est eis, psalmo nescio quo. Pourtant, je l'avais bien noté sur mon papier, et est unum bonum achille. H. Alors, je vous prouve que vous devez me les redonner. Ego sic argumentor. Omnis clocha clochabilis, in clocherio clochando, clochans clochativo clochare facit, clochabiliter clochantes, parisius abet clochas ergo gloc. C'est bien parlé ça. C'est intertio primé, andarii ou ailleurs. Par mon âme, j'ai vu le moment où je devenais diable à force d'argumenter. Mais à présent, je ne fais plus que rêver. Et il ne me faut plus dorénavant que du bon vin, un bon lit, le dos au feu, le ventre à table et une écuelle bien profonde. Ah, dominé, je vous en prie. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Rendez-nous nos cloches et Dieu vous garde du mal. Et Notre-Dame de Santé aussi. Qui vivit et regnat per omnia secula seculorum. Amen. Verum enim vero, quando quidem dubio procul, et de Paul quoniam ita certe meus deus fidus. Une ville sans cloche est comme un aveugle sans bâton, un âne sans croupière ou une vache sans clochette. Jusqu'à ce que vous nous les ayez rendus, nous ne cesserons pas de crier après vous comme un aveugle qui a perdu son bâton, de braire comme un âne qui a perdu sa croupière, et de meugler comme une vache sans clochette. Un quidam latinisateur demeurant près de l'Hôtel-Dieu a dit une fois, alléguant l'autorité d'un Taponus, si je me trompe c'était Pontanus, poète séculier,
qu'il aurait voulu que les cloches soient de plumes et le battant soit une queue de renard, parce qu'elle lui donnait une migraine aux tripes du cerveau quand il composait ses vers carminiformes. Mais, nac pétitine, pététac, tique torche lorneux, il fut déclaré hérétique. Nous en inventons facilement. Et plus, n'en dit le déposant, valete et plaudite, calipinus recensui. Chapitre 20. Comment le sophiste emporta son drap et comment il eut un procès contre les autres maîtres. Le sophiste n'eut pas sitôt achevé que Ponocrate et Eudémon s'esclaffèrent de rire si profondément qu'ils en pensèrent rendre l'âme à Dieu, comme le fit Crassus, voyant un âne couillard qui mangeait des chardons, et comme Philémon qui, voyant un âne qui mangeait les figues qu'on avait apprêtées pour le dîner, mourut à force de rire. Maître Jonatus commença à rire avec eux, à qui mieux. Les larmes leur venaient aux yeux par l'ébranlement véhément de la substance du cerveau, ce qui fit apparaître ces humidités lacrymales qui coulèrent le long des nerfs optiques. On aurait cru voir Démocrite héraclitisant et Héraclite démocritisant. Ces rires étant calmés, Gargantua échangea avec ses gens au sujet de ce qu'il fallait faire. Ponocrate fut d'avis qu'on fasse reboire ce bel orateur, et, vu qu'il leur avait donné de la distraction et les avait plus fait rire que n'eût fait songe creux, qu'on lui attribua les 6 empans de saucisses mentionnés dans la joyeuse harangue, avec une paire de chausses, 300 bûches de gros bois, 25 muids de vin, un lit à triple couche de plumes d'oie et une grande écuelle bien profonde, ce qu'il disait être nécessaire pour sa vieillesse. Le tout fut fait ainsi qu'ils en avaient délibéré, excepté que Gargantua, doutant que l'on trouve rapidement des choses commodes pour ses jambes, ne sachant pas non plus quelle sorte conviendrait le mieux à cet orateur, soit à martingale, qui est un pont-levis de cul pour plus aisément fianter, soit des chausses de marin pour mieux soulager les reins, ou à la Suisse pour tenir au chaud la bedaine, ou à queue de morue, de peur d'échauffer les reins, lui fit livrer 7 aunes de drap noir et 3 de blanchet pour la doublure. Le bois fut porté par les gagnes-deniers, les maîtres S.A. portèrent les saucisses et les écuelles, maître Janotus voulut porter le drap lui-même. Un des maîtres, nommé maître Jousse Bandouille, lui fit observer que ce n'était pas honnête ni décent dans son état et qu'il devait le confier à l'un d'entre eux. « Ah, dit Jonatus, baudet, tu ne conclus point in modo et figura. Voilà à quoi servent les suppositions, et parva logicalia, panus pro quo supponit. » Confusé, dit Bandouille, et distributive. Je ne te demande pas, dit Jonatus, baudet, quo modo supponit, mais pro quo, c'est baudet, pro tibiis meis. Et pour cela, je te porterai egomet sicut suppositum, portat ad positum. Ainsi, il emporta son drap en tapinois, comme le fit Patelin. Le plus drôle de l'histoire fut quand le tousseur, glorieusement, en pleine séance tenue au Maturin, réclama les chausses et les saucisses qu'on lui avait promises. Elles lui furent refusées, péremptoirement, parce qu'il les avait déjà reçues de Gargantua, selon les informations connues à ce sujet. Il leur remontra que cela avait été fait gratuitement, et grâce à la libéralité de Gargantua, ce qui ne les avait pas absous de leurs promesses. Cependant, il lui fut répondu qu'il se contenta de raison et qu'il n'aurait rien d'autre. « Raison, dit Jonatus, nous n'en usons pas ici. Malheureux traître, vous ne valez rien. La terre ne porte pas de gens plus méchants que vous, je le sais bien. Ne claudiquez pas devant les boiteux. J'ai exercé la méchanceté avec vous. Par la rate Dieu, j'avertirai le roi des énormes abus qui sont pratiqués ici de vos mains et par vos menées, et que je devienne lépreux s'il ne vous fait pas brûler tous vifs comme des pédérastes, des traîtres, des hérétiques et des séducteurs, ennemis de Dieu et de la vertu. » À ces mots, ils établirent un acte d'accusation contre lui, et lui, de son côté, les fit citer à comparaître. Toutefois, le procès fut retenu par la cour et y est encore. Les maîtres, alors, firent vœu de ne pas se décrotter. Maître Janotus, avec ses complices, fit vœu de ne pas se moucher, jusqu'à ce qu'il y ait un arrêt définitif. Avec ces vœux, ils sont jusqu'à présent demeurés crottés et morveux, car la cour n'a pas encore bien épluché toutes les pièces. L'arrêt sera donné aux prochaines calendes grecques, c'est-à-dire jamais,
car vous savez qu'ils font mieux que la nature et le font en contradiction avec leurs propres articles. Les articles de Paris chantent que Dieu seul peut faire des choses infinies. La nature ne fait rien d'immortel, car elle met fin à toutes les choses qu'elle a produites, car omnia horta cadunt, etc. Mais ces avaleurs de Frimat laissent les procès sous leurs yeux en attente infinie et immortelle. En faisant cela, ils ont donné lieu et ont vérifié ce qu'a dit Chilon, lacédémonien, consacré à Delphes. Misère est la compagne de procès, et les gens qui plaident sont misérables, car la fin de leur vie arrive plutôt que la satisfaction de leur prétendu droit. Chapitre 21. Comment était l'étude de Gargantua selon la discipline de ses précepteurs sophistes? Les premiers jours ainsi passés et les cloches remises à leur place, les citoyens de Paris, par reconnaissance de cette honnêteté, offrirent d'entretenir et de nourrir sa jument tant qu'il lui plairait, ce que Gargantua apprécia beaucoup, et ils l'envoyèrent vivre dans la forêt de Bièvre. Je crois qu'elle n'y est plus maintenant. Puis, il voulut de toute sa volonté étudier sous la conduite de Ponocrate. Mais celui-ci, pour commencer, ordonna qu'il fasse à sa manière habituelle, afin de comprendre comment, pendant si longtemps, ses antiques précepteurs l'avaient rendu si sot, niais et ignorant. Il occupait donc son temps de telle façon que, ordinairement, il s'éveillait entre 8 et 9 heures, qu'il fasse jour ou non. Ainsi l'avaient ordonné ses anciens précepteurs, alléguant ce que dit David. En vain vous vous levez avant le jour. Puis il s'agitait, s'étirait et s'amusait dans le lit quelque temps pour mieux rassembler l'ardeur de ses esprits animaux. Puis il s'habillait selon la saison, mais volontiers il portait une grande et longue robe de gros tissu fourré de renard. Après, il se peignait avec le peigne d'almin, c'est-à-dire les 4 doigts et le pouce, car ses précepteurs disaient que se peigner, se laver et se nettoyer autrement était perdre son temps en ce monde. Puis il fiantait, pissait, vomissait, rôtait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait et se mouchait comme un archidiacre. Il déjeunait pour combattre la rosée et le mauvais air. Belle tripe frite, belle carbonade, beau jambon, belle capilotade et force soupe du matin. Ponocrate lui expliquait qu'il ne devait pas se nourrir si tôt en sortant du lit, sans avoir d'abord fait un peu d'exercice. Gargantua répondit « Quoi ? N'ai-je pas fait suffisamment d'exercice ? Je me suis tourné 6 ou 7 fois dans le lit avant de me lever. N'est-ce pas assez ? Le pape Alexandre en faisait autant, sur le conseil de son médecin juif. Et il vécut jusqu'à sa mort, en dépit des envieux. Mes premiers maîtres m'y ont accoutumé, disant que le déjeuner du matin donnait une bonne mémoire. D'ailleurs, c'est eux qui buvaient les premiers. Je m'en trouve fort bien et n'en déjeune que mieux. Et maître Tubal, qui fut premier à sa licence à Paris, me disait que ce n'est pas un avantage de courir bientôt, mais bien de partir à la bonne heure. Et ce n'est pas ce qui donnera une bonne santé à l'humanité de boire des tas et des tas comme des pots, mais bien plutôt de boire matin, car lever matin n'est point bonheur, boire matin est le meilleur. Après avoir bien déjeuné, il allait à l'église et il portait dans un grand panier un gros bréviaire bien enveloppé, pesant tant en graisse qu'en fermoir et en parchemin, le tout ensemble au moins 11 quintaux et 6 livres. Là, il entendait 26 ou 30 messes. Cependant, son aumônier venait sur place, emmitouflé comme une huppe, et après avoir très bien soigné son haleine avec beaucoup de sirop de vigne. Avec lui, il marmonnait toutes ses kyrielles, et il les épluchait avec tant d'attention qu'il n'en tombait pas un seul grain par terre. En partant de l'église, on lui amenait sur un chariot à bœufs un tas de chapelets de Saint-Claude, dont chaque boule était aussi grosse que le moule d'un bonnet. Et en se promenant dans les cloîtres, les galeries ou le jardin, il disait ses prières mieux que 16 ermites. Puis, il étudiait, à peu près une méchante demi-heure, les yeux rivés sur son livre, mais, comme dit le comique, son âme était à la cuisine. Pissant alors un plein urinal, il s'asseyait à table et parce qu'il était de nature flegmatique, il commençait son repas par quelques douzaines de jambons, de langue de bœuf fumée, de boutargue, d'andouille et tel autre avant-coureur du vin. En même temps, 4 de ses serviteurs lui jetaient dans la bouche, l'un après l'autre, continuellement, de la moutarde à pleine pelletée. Puis il buvait un horrible trait de vin blanc pour se soulager les reins. Après, il mangeait,
selon la saison en fonction de son appétit, et il cessait de manger quand son ventre lui tirait. Pour boire, il n'avait pas de but ni de règle, car il disait que les limites et les bornes pour boire étaient quand la personne buvant, le liège de ses pantoufles enflait d'un demi-pied. Chapitre 22. Les jeux de Gargantua. Puis, bien lourd, marmonnant ses grâces, il se lavait les mains avec du vin frais, se curait les dents avec un pied de porc et devisait joyeusement avec ses gens. Puis, on étendait un tapis vert et l'on déployait force cartes, force dés et un renfort de table de jeu. Alors, il jouait au flux, à la prime, à la vol, à la pille, à la triomphe, à la picardie, au sang, à l'épinet, à la malheureuse, aux fourbes, à passe 10, à 31, à paire et séquence, à 300, aux malheureux, à la condamnade, à la charte virade, aux mécontents, au lance-quenet, au cocu, au qui a si il parle, à pille nade joque fort, à mariage, au jet, à l'opinion, à qui fait l'un fait l'autre, à la séquence, à la luette, au tarot, à coquimbert qui gagne père, au bélinet, au tourment, à la ronfle, au glic, aux honneurs, à l'amour, aux échecs, au renard, au marelle, aux vaches, à la blanche, à la chance, à 3D, aux tables, à la niquenoque, au lourche, à la rainette, au barinien, au tric-trac, à toute table, aux tables rabattues, au renique-dieu, au forcé, aux dames, à la babou, à primus secondus, au pied du couteau, aux clés, au franc du carreau, à paire ou non, à croix ou pile, au martre, au pingre, aux billes, à la savate, au hibou, au dorlot du lièvre, à la tirulite antenne, à cochonnet va devant, au pie, à la corne, au bœuf viédé, à la chouette, à jeute-pince sans rire, à picoter, à déferrer l'âne, au bourri bourrizou, à je massie, à la barbe d'oribus, à la bousquine, à tire la broche, à la boute foire, à compère prêtez-moi votre sac, à la couille de bélier, à boute or, aux figues de Marseille, à la mouche, à l'archétru, à écorcher le renard, à la ramasse, au croc madame, à vendre l'avoine, à souffler le charbon, au ré épousa, au juge vif et juge mort, à tirer les fers du four, au faux vilain, au cailloteau, au bossu, au lican, à Saint-Trouvé, à Pince-Morille, au poirier, à Pain-Popé, au triori, au cercle, à la truie, à ventre contre ventre, au combe, à la vergette, au palais, au jansuis, au fouquet, au quille, au rappot, à la boule plate, au vireton, au picarum, à rouche-merde, à Angenard, à la courte boule, à la grièche, à la rocoquillette, au casse-pot, à Montalent, à la pirouette, au jonché, au courbaton, au pire-volé, à Cline-Musette, au piquet, à la blanque, au furon, à la séguette, au châtelet, à la rangée, à la fossette, au ronflard, à la trompe, au moine, au ténébreux, à l'ébahi, à la souille, à la navette, à Fessard, au balai, à Saint-Côme, je viens t'adorer, à Escarbot le brun, à Je vous prends sans verre, à Bien et beau sans vacarème, au chêne fourchu, au cheval fondu, à la queue du loup, à Pétangueule, à Guimain, baille-moi ma lance, à la brandelle, au treuseau, au boulot, à la mouche, à la migne-migne-bœuf, au propos, à neuf mains, au chapifou, au poncheux, à Colimbridé, à la grolle, au coquentin, à Colin-Maillard, à Mirly-Moufle, à Mouchard, au crapaud, à la crosse, au piston, au bilboquet, au renne, au métier, à tête, bêche-chevel, au pivot, à Malmort, au coquignol, à laver la coiffe madame, au bélusto, à semer l'avoine, à Briffaut, au moulinet, à Defendo, à la virevolte, aux écoublettes enragées, à la bascule, au laboureur, à la bête morte, à Monte-Monte-l'Échelette, au pourceau mort, à cul salé, au pigeonneau, au tiers, à la bourrée, au saut de buisson, à croiser, à la cute-cache, à la maille bourse en cul, aux niches de la brondée, au passe-avant, à la figue, au pétarade, à pile-moutarde, au cambouis, à la rechute, au piquant d'eau, à croque-tête, à la grolle, à la grue, à taille-cou, aux nasardes, aux alouettes, aux chiquenaudes. Après avoir bien joué, sassé, passé et tamisé le temps, il convenait de boire un peu, à peu près 11 grands pots par personne, et aussitôt après avoir banqueté, il allait sur un beau banc ou au plus profond du lit s'étendre et dormir 2 ou 3 heures, sans penser à mal ni en dire. Gargantua, une fois éveillé, secouait un peu les oreilles, cependant qu'on apportait du vin frais, et là, il buvait mieux que jamais. Ponocrate lui reprochait que ce fût une mauvaise habitude de boire ainsi après avoir dormi. « C'est, répondit Gargantua, la vraie vie des pères, car de nature je dors salé, et de dormir me fait la même chose que de manger du jambon. » Puis il commençait à étudier un peu, et son chapelet en avant pour mieux respecter les formes, il montait sur une vieille mule qui avait déjà servi 9 rois. Ainsi, marmonnant de la bouche et dodelinant de la tête, il allait voir prendre quelques lapins au filet.
Au retour, il se dirigeait vers la cuisine pour savoir quel rôti était à la broche. Et il dînait très bien, ma foi, et volontiers. Il conviait quelques buveurs de ses voisins, avec lesquels, en buvant, il se racontait des histoires anciennes ou nouvelles. Entre autres, il avait comme visiteurs habituels les seigneurs du Fou, de Gourville, de Grignot et de Marigny. Après dîner, on apportait les beaux évangiles de bois, c'est-à-dire beaucoup de damiers, ou bien le jeu du beau flux, 1, 2, 3, ou à toute reste pour passer le temps. Ou bien ils allaient voir les gares alentours et l'on installait des petites tables avec des collations et des arrière-collations. Puis, ils dormaient sans se réveiller jusqu'au lendemain 8 heures. Chapitre 23. Comment Gargantua fut instruit par Ponocrate de telle façon qu'il ne perdait pas une heure du jour. Quand Ponocrate connut la vicieuse manière de vivre de Gargantua, il décida de l'instruire autrement dans les lettres, mais pour les premiers jours, il toléra sa manière, considérant que la nature ne supporte pas de mutations soudaines sans grande violence. Donc, pour mieux commencer son œuvre, il supplia un savant médecin de son temps, nommé Maître Théodore, d'étudier la possibilité de remettre Gargantua dans une meilleure voie. Pour cela, il le purgea canoniquement avec de l'hellébore d'anticire, et par ce médicament, il lui nettoya toute l'altération et les habitudes perverses de son cerveau. Par ce moyen aussi, Ponocrate lui fit oublier tout ce qu'il avait appris avec ses anciens précepteurs, comme le faisait Timothée, à ses disciples qui avaient été formés par d'autres musiciens. Pour mieux faire, il l'introduisait dans la compagnie de gens savants qui étaient là, pour que, par émulation, s'accroisse son esprit et son désir d'étudier autrement et de se faire valoir. Après, il lui fit prendre un tel rythme d'études qu'il ne perdait aucune heure du jour, mais utilisait tout son temps à l'étude des lettres et d'un savoir honnête. Gargantua s'éveillait donc à environ 4 heures du matin. Pendant qu'on le frottait, on lui lisait quelques pages de la divine écriture hautement et clairement, avec une prononciation adaptée à la matière. À cette lecture était affecté un jeune page natif de Bachet, nommé Anagnoste. Selon le propos et l'argument de cette leçon, souvent, il s'adonnait à révérer, adorer, prier et supplier le bon Dieu, car la lecture montrait sa majesté et ses jugements merveilleux. Puis, il allait dans les lieux secrets se débarrasser des digestions naturelles. Là, son précepteur répétait ce qui lui avait été lu, lui exposant les points les plus obscurs et les plus difficiles. En revenant, il considérait l'état du ciel. Était-il tel qu'il l'avait remarqué le soir précédent? Et dans quel signe entraient le soleil et la lune pour cette journée? Ceci fait, il était habillé, peigné, coiffé, accoutré et parfumé, et pendant ce temps, on lui répétait les leçons du jour précédent. Lui-même les récitait par cœur, et il y rattachait quelques cas pratiques concernant l'homme. Quelquefois, il développait ces cas pendant 2 ou 3 heures, mais généralement, il cessait dès qu'il était tout à fait habillé. Puis, pendant 3 bonnes heures, on lui faisait la lecture. Ceci fait, ils allaient dehors, toujours discutant à propos de la lecture faite, et ils se dirigeaient vers la braque ou au pré, et ils jouaient à la balle, à la paume, à la pile trigone, gentiment, s'exerçant le corps comme ils s'étaient exercé l'âme auparavant. Tout leur jeu était libre. Ils laissaient la partie quand cela leur plaisait et cessaient ordinairement dès qu'ils suaient ou étaient là. Alors, ils étaient très bien essuyés et frottés, changés de chemise et doucement, en se promenant, allaient voir si le déjeuner était prêt. Là, en attendant, ils récitaient clairement et éloquemment quelques phrases retenues de la leçon. Cependant, Monsieur l'appétit venait, et opportunément il s'asseyait à table. Au commencement du repas, on lui lisait une histoire plaisante des prouesses anciennes, jusqu'à ce qu'il ait bu son vin. Alors, si bon semblait, on continuait la lecture, où ils commençaient à deviser joyeusement ensemble, parlant durant les premiers mois de la vertu, des propriétés, de l'efficacité de la nature, de tout ce qui leur était servi à table, du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, poissons, fruits, herbes, racines et de leur préparation. Et de cette façon, il apprit en peu de temps tous les passages concernant ces sujets chez Pline, Athénée, Dioscoride, Julius Pollux, Galien, Porphyre, Oppien, Polybe, Héliodore, Aristote, Élien et autres. Pour les propos qu'il tenait, il faisait souvent, pour en être plus sûr, apporter les livres de ces auteurs à table. Et si bien et si complètement, il retint dans sa mémoire les choses dites, qu'alors il n'y avait pas de médecin qui sût la moitié de ce qu'il savait. Après, ils devisaient des leçons lues le matin et complétaient leur repas par de la confiture de coing. Ils se curaient les dents avec une tige de lentisque, se lavaient les mains et les yeux avec de l'eau fraîche
et rendait grâce à Dieu par quelques beaux cantiques faits à la louange de la magnificence de la bénignité divine. Ceci fait, on apportait des cartes, non pas pour jouer, mais pour y apprendre 1000 petites gentillesses et inventions nouvelles, lesquelles toutes avaient trait à l'arithmétique. Par ce moyen, il prit en affection cette science numérale, et tous les jours, après le déjeuner et le dîner, il y passait du temps aussi plaisamment qu'à jouer aux dés ou aux cartes. Si bien qu'il en eut une telle connaissance, aussi bien théorique que pratique, que l'anglais Tunstall, qui avait amplement écrit à ce sujet, confessa que vraiment, en comparaison de Gargantua, il n'y comprenait que le haut allemand. Et non seulement l'arithmétique, mais aussi les autres sciences mathématiques, comme la géométrie, l'astronomie et la musique. Car pendant sa digestion avec son précepteur, il faisait 1000 joyeux instruments et figures géométriques, et de même, il pratiquait les lois astronomiques. Après quoi, il se réjouissait à chanter en musique à 4 ou 5 parties, ou avec la voix seule. Au regard des instruments de musique, il apprit à jouer du luth, de l'épinette, de la harpe, de la flûte traversière et à 9 trous, de la viole et du trombone. Cette heure ainsi achevée, la digestion parachevée, il se purgeait des excréments naturels, puis se remettait à son étude principale pendant 3 heures ou davantage, aussi bien à répéter la lecture matinale qu'à poursuivre le livre commencé, et aussi à écrire et bien tracer et former les lettres antiques et romaines. Ceci fait, il sortait de leur hôtel, avec un jeune gentilhomme de Touraine, l'écuyer Gymnaste, qui lui montrait l'art du cheval. Après avoir changé de vêtements, il montait sur un coursier, sur un roussin, sur un genet, sur un cheval barbe ou sur un cheval léger, et il lui faisait faire 100 tours de manège, le faisait voltiger en l'air, franchir le fossé, sauter la palissade, tourner court, en formant un cercle tant à droite qu'à gauche. Là, il rompait non pas la lance, car c'est la plus grande rêverie du monde de dire « J'ai rompu 10 lances dans un tournoi ou dans une bataille ». Un charpentier le fait très bien. Mais la vraie gloire est d'avoir rompu avec une lance 10 de ses ennemis. De sa lance donc, acérée, solide et raide, il rompait une porte, perçait une armure, déracinait un arbre, enfilait un anneau, enlevait une selle d'armes, un haubert, un gantelet, et il faisait tout cela armé de pied en cap. Pour faire danser un cheval et faire de la voltige, nul ne le faisait mieux que lui. Le voltigeur de Ferrare n'était qu'un singe en comparaison. Particulièrement, il avait appris à sauter rapidement d'un cheval sur l'autre, sans poser le pied à terre. On nommait ces chevaux désultoires, et sur chacun d'eux, la lance au poing, monter sans étrier et sans bride, guider le cheval à sa guise, car ces choses servent pour la discipline militaire. Un autre jour, il s'exerçait à la hache, et il la brandissait si bien, si fermement, il frappait de la pointe si souplement, il faisait des moulinets avec, qu'il fut passé chevalier d'armes pour toutes les disciplines. Puis il brandissait la pique, frappait brusquement de l'épée à deux mains, de l'épée bâtarde, de l'espagnol, de la dague et du poignard, avec son armure, sans armure, avec un bouclier, à la cape, avec la rondelle. Il chassait le cerf, le chevreuil, l'ours, le daim, le sanglier, le lièvre, la perdrix, le faisan, l'outarde. Il jouait avec une grosse balle et la faisait sauter en l'air, autant du pied que du poing. Il luttait, courait, sautait, non pas au saut lancé, ni à cloche-pied, ni au saut allemand, car, disait Gymnaste, de tels sauts sont inutiles et de nul bien à la guerre. Mais d'un saut, traversait un fossé, volait par-dessus une haie, montait de 6 pas contre une muraille et passait de cette façon par une fenêtre à la hauteur d'une lance. Il nageait en eau profonde, à l'endroit, sur le dos, de côté, avec tout le corps, des seuls pieds, une main en l'air dans laquelle il tenait un livre et il traversait toute la Seine sur le mouillé, en tirant par les dents son manteau comme le faisait Jules César. Puis, d'une main, entrait de force dans un bateau d'où il se rejetait aussitôt à l'eau, la tête la première, touchait le fond, passait à travers les rochers, plongeait dans les abîmes et les gouffres. Puis il faisait tourner ce bateau, le gouvernait, le menait hâtivement, lentement, au fil de l'eau, à contre-courant, le retenait en pleine écluse, d'une main le guidait, de l'autre il s'escrimait avec un grand aviron, et tendait la voile, montait au mât par les cordages, courait sur les vergues, réglait la boussole, tendait les voiles au plus près du vent, tenait ferme le gouvernail. En sortant de l'eau, il montait rapidement sur la montagne et redescendait aussi franchement. Il grimpait aux arbres comme un chat, sautait d'un arbre à l'autre comme un écureuil, abattait les gros rameaux comme un autre milon. Avec 2 poignards acérés et 2 poinçons éprouvés, il montait au haut d'une maison comme un rat, puis sautait du haut en bas avec une telle position des membres que la chute ne le blessait aucunement.
Il jetait le javelot, la barre, la pierre, la javeline, l'épieu, la hallebarde, tendait l'arc, bandait à la force des reins les grandes arbalètes de passe, visait à l'arquebuse sans la poser, mettait le canon sur l'affût, tirait à la cible au pigeon, du bas vers le haut, du haut vers le bas, devant, de côté, en arrière, comme les partes. On attachait un câble à une haute tour, pendant jusqu'au sol, et il y montait avec les 2 mains, puis redescendait si rapidement et avec tant d'assurance que vous ne pourriez pas courir mieux sur un pré bien nivelé. On lui mettait une grosse perche, posée sur 2 arbres, et il s'y pendait par les mains et allait et venait sans rien toucher des pieds, que même en courant vite, on n'aurait pas pu le rattraper. Et pour s'exercer le thorax et les poumons, il criait comme tous les diables. Je l'ai entendu une fois appelant Eudémon, depuis la porte Sainte-Victor jusqu'à Montmartre. Stentor n'avait pas une telle voix à la guerre de Troie. Et, pour fortifier les nerfs, on lui avait fait 2 grosses masses de plomb, chacune ayant un poids de 8700 quintaux. Il les appelait des haltères. Il les soulevait de terre, une dans chaque main, et les élevait en l'air au-dessus de sa tête, et les tenait ainsi, sans bouger, 3/4 d'heure et davantage, ce qui montrait une force inimitable. Il jouait au bar avec les plus forts, et quand il marquait le point, il se tenait sur ses pieds très fermement, et s'abandonnait aux plus aventureux pour qu'ils tentent de le faire bouger de sa place, comme jadis le faisait Milon, et à son imitation, il tenait aussi une grenade dans sa main et la donnait à qui pourrait lui ôter. Le temps étant ainsi passé, après avoir été frotté, nettoyé et avoir changé de vêtements, tout doucement ils rentraient. Et passant par quelques prés ou autres lieux herbus, ils examinaient les arbres et les plantes, les comparant aux livres des anciens qui ont écrit à ce sujet, comme Théophraste, Dioscoride, Marinos, Pline, Nicandre, Macère et Galien. Et ils en rapportaient à pleine main au logis. Un jeune page, nommé Rhizotome, en avait la charge, ainsi que des sarcloirs, des pioches, des serfouettes, des bêches, des lames et des autres instruments requis pour bien herboriser. Une fois arrivé au logis, pendant qu'on apprêtait le dîner, il répétait quelques passages de ce qui avait été lu et s'asseyait à table. Notez que son déjeuner était sobre et frugal, car il mangeait seulement pour réfréner les cris de son estomac. Mais le dîner était copieux et large, car il mangeait autant qu'il en avait besoin pour s'entretenir et se nourrir, ce qui était la vraie diète prescrite par une médecine bonne et sûre, bien qu'un tas de sots médecins, formés à l'officine des sophistes, conseillent le contraire. Durant ce repas, on continuait la leçon du déjeuner tant que bon leur semblait. Le reste du temps était consommé en bons propos, tous lettrés et utiles. Après avoir dit leur grâce, ils s'adonnaient à chanter en musique, à jouer avec des instruments harmonieux, ou à ces petits passe-temps qu'on fait avec des cartes, des dés et des gobelets. Et là, ils demeuraient, faisant grande chère et s'amusant souvent jusqu'à l'heure de dormir. Quelquefois, ils allaient visiter des gens lettrés, ou des gens qui avaient visité des pays étranges. En pleine nuit, avant d'aller se coucher, ils allaient à l'endroit du logis le plus découvert pour voir le ciel. Et là, ils examinaient les comètes s'il y en avait, et les formes, situations, aspects, oppositions et conjonctions des astres. Puis, avec son précepteur, il récapitulait brièvement, à la mode des pythagoriciens, tout ce qu'il avait lu, vu, appris, fait et entendu au cours de la journée. Puis, il priait Dieu le Créateur, en l'adorant et confirmant leur foi envers lui, et le glorifiant pour sa bonté immense, et lui rendant grâce pour tout le temps passé. Il se recommandait à sa divine clémence pour tout l'avenir. Enfin, il se mettait au repos. Chapitre 24. Comment Gargantua employait son temps quand il pleuvait. S'il arrivait qu'il pleuve et qu'il y ait des intempéries, tout le temps d'avant déjeuner était employé comme de coutume, excepté qu'il faisait allumer un beau feu pour compenser l'intempérie de l'air. Mais après déjeuner, au lieu des exercices physiques, il demeurait à la maison et par manière d'hygiène, s'activait à botteler du foin, à fendre et à scier du bois et à battre les gerbes dans la grange. Puis, ils étudiaient l'art de la peinture et de la sculpture ou remettaient en usage l'antique jeu d'osselets ainsi que l'a décrit Léonique, et comme y joue notre bon ami Lascaris. En y jouant, il se rappelait les passages des auteurs anciens dans lesquels il est fait mention de ce jeu, ou étudiait quelques métaphores basées dessus. Ou bien, ils allaient voir comment on étirait les métaux, ou comment on fondait l'artillerie, ou ils allaient voir les lapidaires, les orfèvres et les tailleurs de pierres précieuses, ou les alchimistes et les fabricants de monnaie, ou les fabricants de draps, les tisseurs de rubans, les fabricants de velours, les horlogers, miroitiers, imprimeurs, fabricants d'orgues, teinturiers et autres sortes d'ouvriers.
et partout donnant un pourboire, ils apprenaient et observaient l'industrie et l'invention des métiers. Ils allaient écouter les leçons publiques, les actes solennels, les répétitions, les déclamations, les plaidoyers des nobles avocats, les discours des prêcheurs évangéliques. Ils allaient dans les salles et les lieux organisés pour l'escrime, et là, contre les maîtres, Gargantua essayait toutes les armes, et il leur montrait avec évidence qu'il en savait autant, et même plus qu'eux. Et au lieu d'herboriser, ils visitaient les boutiques des droguistes, herboristes et apothicaires, et soigneusement ils étudiaient les fruits, les racines, les feuilles, les gommes, les semences, les onguents exotiques, et aussi comment on les utilisait. Il allait voir les bateleurs, les jongleurs et les charlatans, et il examinait leurs gestes, leurs ruses, leurs soubresauts et leurs beaux parlers. Singulièrement ceux de Chauny en Picardie, car ils sont naturellement grands jaseurs et beaux raconteurs de balivernes en matière de fantastique. Puis ils rentraient pour dîner, ils mangeaient plus sobrement que les autres jours, des nourritures plus sèches et moins fortifiantes, afin que l'intempérie humide de l'air, communiquée au corps par un nécessaire contact, fût par ce moyen corrigée et qu'il ne souffre pas d'incommodité pour ne pas s'être dépensé en exercice comme de coutume. Ainsi fut éduqué Gargantua, et il continuait ce processus de jour en jour, en profitant, comme vous comprenez que peut le faire un jeune homme de son âge et de bon sens, de cet exercice ainsi exécuté, qui bien qu'il semble au début difficile, par la suite fut doux, léger et délectable, et ressemblait plus à une distraction de roi qu'à l'étude d'un écolier. Toutefois, Ponocrate, pour le faire se reposer de cette véhémente tension de son esprit, réservait une fois par mois un jour bien clair et serein où il sortait dès le matin de la ville et allait ou à Gentilly, ou à Boulogne, ou à Montrouge, ou au pont de Charenton, ou à Vanves, ou à Saint-Cloud. Et là, ils passaient toute la journée à faire la plus grande chère dont ils étaient capables, raillant, plaisantant, buvant beaucoup, jouant, chantant, dansant, se vautrant dans quelques beaux prés, dénichant les passereaux, prenant des cailles, pêchant les grenouilles et les écrevisses. Mais, encore que cette journée fût passée sans livre et sans lecture, elle n'était pas passée sans profit. Car dans le pré, il reprenait par cœur quelques plaisants vers de l'agriculture de Virgile, d'Hésiode, du rustique de Policien, écrivait quelques plaisants épigrammes en latin, puis les mettait sous forme de rondeaux et de ballades en langue française. En banquetant du vin mêlé d'eau, ils en séparaient l'eau, comme l'enseigne Caton, de Re Rustica, et Pline avec un gobelet de lierre. Il lavait le vin dans un bassin plein d'eau, puis le retirait avec un entonnoir. Il faisait aller l'eau d'un verre à l'autre, et il construisait quelques petits engins automates, c'est-à-dire se mouvant eux-mêmes.